avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Aurélie. Elle est la mère d'une précédente invitée qui s'appelle San et qui nous a raconté son quotidien en instruction en famille, l'IEF. Nous allons évoquer différents sujets comme le choix de l'instruction en famille, le quotidien, comment est-ce que cela s'organise, comment est-ce que les enfants, comme les parents, peuvent vivre ce choix. Nous allons nous parler aussi de passion, de partage de passion, à travers notamment le cosplay et le jeu. Je vous invite à découvrir l'univers d'Aurélie et sa famille sur les profils Instagram @funandmix et le site internet du même nom. Je vais commencer par la laisser se présenter et je vous souhaite une très bonne écoute. Donc, je m'appelle Aurélie, j'ai 41 ans, si je me souviens bien, voilà. Non, mais ça change tous les ans, c'est relou. Et ben, je suis mariée et j'ai 3 enfants. Donc, un petit garçon qui a 6 ans, qui s'appelle Lex, une petite fille qui a 8 ans, qui s'appelle Vega, et une plus grande qui a 12 ans et qui s'appelle San. D'accord. Voilà. Et on vit à Paris. Et vous vivez à Paris, d'accord. Et comment ça se passe au niveau de l'organisation toi tu travailles ou pas? Ton mari travaille ou pas? Alors, bah, moi, j'ai toujours travaillé, même quand j'étais pas rémunérée. Maintenant, je commence à l'être un peu parce que j'ai lancé mon auto-entreprise de photographe. Mais bon, c'est vraiment tout récent et puis ça démarre pas très vite à cause des Avec le circonstances. Covid? Voilà, c'est ça, comme tu peux imaginer. En fait, j'ai été assistante maternelle au tout début quand ma grande était vraiment très très petite. Après bon, c'est devenu un peu compliqué parce que j'ai eu un deuxième puis un troisième. Et puis, disons que mon mari a toujours eu lui un boulot à l'extérieur et rémunéré, mais moi pas toujours. Voilà. D'accord. J'aime beaucoup le fait que tu précises que tu as un travail à l'intérieur non rémunéré. Ouais. C'est magnifique. Une belle précision qui fait chaud au cœur dans ce podcast et j'espère qu'un jour, ce sera une autre réalité dans notre société. Et comment vous en êtes venu à l'instruction en famille? Et ben c'est alors en fait quand j'ai eu mon premier enfant, donc ma grande, euh, j'étais pas du tout proche de ma mère et j'avais pas vraiment de femme dans ma famille avec qui j'étais proche et puis j'avais pas de copine qui avait des enfants. Donc j'étais un peu toute seule et j'avais des fois besoin de conseils, d'être rassurée. Et j'allais essayer de chercher des idées, des conseils sur des forums. Donc avec mon mec, on appelait ça les forums roses. Parce que non, en fait, je sais pas pourquoi ils mettent toujours tout un thème rose autour, parce que j'imagine qu'ils doivent estimer que c'est pour les nanas, donc il faut que ça soit rose. Mais je t'avoue que j'ai complètement oublié comment ça s'appelait. Et puis un jour, complètement par hasard, il y avait une maman qui racontait que sa fille n'allait pas à l'école. Et alors là, vraiment, j'étais un peu tombée de haut parce que mes parents m'avaient toujours dit que c'était obligé, qu'il fallait y aller, que c'était obligatoire. Et du coup, ben, moi, je pensais aussi que c'était obligatoire, comme encore beaucoup de gens le croient. Et du coup, ma petite, elle avait 8 mois à l'époque. Et ben voilà, je me suis dit, ouais, mais c'est génial. Moi, personnellement, j'ai détesté l'école, donc mon mari, lui, a adoré ça. Enfin, voilà, il aimait bien ça. L'école, c'était une expérience qu'il trouvait chouette. Donc, il a fallu qu'on en parle. Et puis, je pense qu'il s'est laissé convaincre assez facilement. En fait, il a réfléchi un peu. Il a dit, ok, pourquoi pas. Si t'as envie de t'en occuper. Ok, donc voilà, c'est comme ça qu'on y est venu. C'était vraiment par hasard. Hein, on n'avait pas réfléchi avant et on n'a rien lu en plus. Mais vraiment, on s'est jeté là-dedans. En se disant, on verra bien. Et puis,
Et donc ça se passe quoi? Parce que là, pour l'instant, personne va à l'école Non, 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 aucun n'est jamais allé à l'école. et personne n'a eu envie d'y aller? Non. Si, D'accord. alors ma grande, à un moment, parce que elle voyait des dessins animés où ça avait l'air d'être, tu vois, ils passaient leur temps à s'amuser toute la journée, à faire des pique-niques et tout. Elle voyait des trucs un peu idéalisés et du coup, elle a été curieuse. Mais en fait, bon, elle nous a pas demandé de l'inscrire parce que nous, en tant que parents, on a toujours dit si vous avez envie d'y aller, ben on vous inscrit. C'est pas un choix qu'on fait pour vous et puis c'est pas discutable. Hein. Donc, elle a pris des cours par correspondance, par exemple, pendant une année, parce qu'elle avait envie de jouer, à avoir une maîtresse, à avoir des devoirs et tout ça. Donc elle a tenté l'expérience. Mais il y en a aucun vraiment qui nous a dit bon inscris-moi, moi j'ai envie d'aller à l'école. Et comment vous organisez au niveau du foyer? Parce que la question qui se pose souvent, c'est, enfin moi souvent les parents ils me disent soit je vais pas avoir le temps, soit on n'a pas les moyens, soit c'est pas possible, ou soit tout simplement on se sent pas aussi. Parce que Mm. souvent les gens voient différentes formes d'instruction en famille, hein, puisque donc on a du homeschooling et du unschooling, ça c'est les deux courants principaux. Donc homeschooling, euh, faire l'école à la maison littéralement. Les académies peuvent même envoyer des programmes. Je précise pas pour toi, hein, mais c'est pour les auditeurs ici. Ouais. Et le unschooling, donc, qui est plus vraiment sur de l'apprentissage autonome. Et souvent, les parents se sentent pas de le faire. Et puis, il y a la question financière. Voilà, comment ça s'organise par chez vous aussi? Parce que il y a aussi les inspections. Donc, comment est-ce que tout ça, ça s'organise? Voilà. La question est super large, il y en a plein en même temps. Excuse-moi. Alors attends, on en fait une première. Ouais, sur l'aspect organisation financière et organisation du foyer. Ok, d'accord. Bon, alors là, du coup, bah, clairement, c'était mon mari qui avait le job le mieux payé. Donc, Mhm, bah, c'est lui qui restait au travail pour gagner l'argent de la maison. Et puis, bon, je pense que c'est aussi moi qui avais le plus envie de rester et de me coller à ça, quoi. J'étais la plus motivée, même si lui, ça le dérange pas. Donc, c'est comme ça qu'on s'est organisé. Bon, bah, après, société patriarcale, hein, c'est le mec qui gagne souvent plus, donc voilà, c'est un schéma assez classique qui revient très souvent dans les familles qui font l'école à la maison. Après, ben, financièrement, ouais, ça c'est clairement quelque chose que je déplore, c'est que ben il faut avoir enfin c'est un privilège encore de faire l'école à la maison. Il faut déjà qu'il puisse y avoir deux parents, bien souvent, il mhm. faut y en avoir un qui va travailler. Après, il y a des mamans, je connais des mamans solo qui se débrouillent, qui ont un ou deux enfants, qui font l'école à la maison. Et il y en a une, elle est prof de CNED, c'est le cours par correspondance. Et il y en a une autre qui fait plein de petits boulots comme ça en freelance. Donc je pense que c'est possible. Après, ça doit vraiment être difficile et puis ça doit être très stressant. Ah ouais, Voilà. ouais, carrément. Mais voilà, bon, je sais que c'est pas impossible, mais ouais, clairement, c'est pas pour la sécurité financière. Donc voilà, nous, on a la chance de pouvoir s'organiser comme ça. Et alors, pour le coup, homeschooling, unschooling? Alors au début, ça a été homeschooling parce que j'avais besoin de prendre confiance en moi D'accord. pendant, je dirais, les 2 premières années. Et puis ensuite, ouais, depuis, c'est homeschooling totalement. Donc ça veut dire on n'a pas de programme. On est obligé quand même. L'éducation nationale, au niveau des inspections, nous oblige à connaître, tu vois, les paliers, les programmes, les attendus de fin de cycle. Donc on est obligé de garder un œil là-dessus, de montrer à l'inspecteur aussi qu'on sait, euh, qu'on sait ce que notre enfant sait par rapport au programme, qu'on sait ce qu'il sait pas et tout. C'est important pour eux. Mais voilà, nous on n'a pas de programme et puis on fait selon ce que les gamins ont envie de faire. On s'organise, par exemple, moi je me vois comme une accompagnante, tu vois, parce que souvent on peut dire bon bah c'est toi la maîtresse à la maison, mais j'ai pas vraiment l'impression de faire ça en fait. Vraiment, je suis une accompagnante, tu vois, comme quand tu accompagnes ton enfant qui apprend à marcher, t'es là pour faire attention à ce qu'il se cogne pas, qu'il n'y ait pas des choses dangereuses et tout ça. Bah là, c'est un peu pareil, quoi. T'es là pour proposer, pour aider, pour guider. J'écoute beaucoup quand il y a un intérêt comme ça qui se manifeste. Ben je suis à l'écoute. Je me dis ah tiens,
Ça peut valoir peut-être le coup de creuser. Donc, je vais proposer à l'enfant de lui dire, tiens, par exemple, les minéraux, ça t'intéresse. Je vois que tu trouves ça chouette. Donc, est-ce que ça te dit qu'on aille visiter un musée? Est-ce que ça te dit qu'on aille dans une boutique de minéraux? Est-ce que ça te dit qu'on fasse un labbook, qu'on fasse des recherches ensemble, qu'on regarde des documentaires? Et la plupart du temps, ça marche en fait, mais il peut arriver aussi que ça marche pas et qu'ils me disent oh, non, bof, tu vas nous laisse tomber. Tu as un compte Instagram qui s'appelle Add Fun and Mix, Ouais, c'est ça. que je mettrai dans le descriptif. Quand tu parles il s'intéresse à quelque chose, on va l'aider à s'intéresser, on va l'accompagner sur le sujet. Moi, en fait, j'ai découvert ton compte par ma compagne qui te suit depuis pas mal de temps maintenant. Et je me rappelle une vidéo de ta plus grande, San, où elle avait fait un espèce, alors j'ai oublié le nom, c'est un espèce de livre d'exposé sur la Lune, je Ouais, crois. c'est un labbook. Un labbook. Ouais. Ok. Et elle a fait ça, elle avait 10, 11 ans, je crois, c'est ça? Ou 10 ans? Ouais, il devait avoir 10 ans à peu près, ouais. Et je me rappelle que moi, je m'étais dit, oh, c'est bluffant, quoi. C'est vraiment bluffant parce que il y avait déjà un sujet qui avait été hyper poussé, je trouve. Une création de contenu qui était bah, hyper créative, hyper bien remplie. Une présentation du contenu qui était ouf. Donc, je vous invite tous et toutes à aller voir la vidéo. Et je sais qu'il faut pas comparer les enfants, mais en parallèle, si tu veux, je voyais des enfants de son âge dans mon entourage qui sont à l'école et où en fait, c'est pas du tout les mêmes sujets quand ils font des exposés parce qu'en fait, j'ai comparé, enfin, j'ai mis ça en relation avec un exposé, si tu veux. Et c'est pas du tout pareil. Déjà, parce que je pense qu'ils choisissent pas les sujets. Et puis il y a une liberté de création qui est ouf, quoi, derrière. Ça se passe comme ça pour chaque sujet. Je crois que Noëlla, donc ma compagne s'appelle Noëlla. Je crois que ma compagne m'a parlé aussi d'une histoire sur les minéraux où elle avait vu des vidéos d'un niveau très élevé. Ouais. Oui, oui, effectivement. Ouais, en fait, San, elle a ce fonctionnement. En fait, elle s'intéresse à un truc, un sujet, et puis elle va le creuser vraiment jusqu'à épuisement. Puis elle va travailler dessus. Des fois, elle va aller chercher des trucs super pointus parce que elle n'a jamais pris l'habitude d'être mise dans un niveau. En fait, elle n'a jamais entendu, bah ça, tu le verras l'année prochaine. Ça, c'est pas ton Et ouais, niveau encore. Et du coup, des fois, je sais pas si tu vois ce que c'est les MOOC. ouais. Voilà. Et ben des fois, elle a suivi, justement pour les minéraux, elle a suivi le MOOC de l'école des mines, par exemple. Du coup, c'est pas du tout de son âge. Normalement, c'est pour les adultes, mais c'est quand même abordable pour un enfant de 10 ans qui a envie, en fait, qui est motivé. Et ouais. Puis qu'il y a que ça à faire aussi, parce que disons-le, en fait, les enfants qui vont à l'école, ils sont déjà super occupés, et quand ils rentrent, bah, ils ont juste envie de faire des loisirs, quoi, tu vois, ils sont pas, c'est normal qu'ils aient pas envie de travailler, déjà il y a des devoirs à faire, donc ça, elle a vraiment que ça à faire, en fait. Il n'y a pas de, hormis les activités auxquelles elle va, et puis bon là il y a des horaires forcément qu'il faut respecter, mais en dehors de ça, elle fait vraiment si elle a envie. Ça lui est arrivé par exemple de faire que de l'espagnol pendant 6 mois et de pas faire de français, pas faire d'anglais, rien du tout d'autre vraiment. Bon, bah, voilà, c'est son fonctionnement. Elle a besoin vraiment de d'épuiser. Et donc elle parle espagnol. Ben, disons que je pense qu'elle a un meilleur niveau que moi, par exemple. Tu vois, qui est passé le bac d'espagnol il y a longtemps maintenant, mais ouais, clairement, elle est meilleure que moi. Mais bon, ça l'intéressait aussi, tu vois. Elle a pas choisi ça par dépit parce que, voilà, il fallait le faire. Ça rejoint beaucoup ce qu'on se dit avec mon invité dans l'épisode 1 de la saison. C'est moi qui parle beaucoup de l'enthousiasme comme moteur premier, l'enthousiasme et le jeu. Mm. Et moi, ce qui m'a frappé dans cette vidéo où j'ai vu San présenter son labbook, c'était toujours cet enthousiasme de partager, mais pas de partager, tu vois, dans un sens, regardez ce que j'ai fait, je veux de la reconnaissance, tu vois. Mm. Juste vraiment dans l'enthousiasme de partager la connaissance, de partager le support, de partager, tu vois. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et je trouve ça magnifique de se dire que ça permet de s'approprier totalement le sujet. Et je trouve aussi ça magnifique quand tu parles de ta fille en disant, San,
elle est un peu comme ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est je laisse sa nature s'exprimer et on voit ce que ça donne. Ouais, bah oui, c'est ça, effectivement. Et d'ailleurs, je vois bien, ils sont tous différents, tous les trois. Bon, même si les deux petits sont petits encore pour pouvoir vraiment discerner comment ils fonctionnent encore. Mais je vois bien que ils ont chacun leur manière de fonctionner différente. Et bah moi, je suis là, j'accompagne vraiment. Je fais en fonction de chacun. Ouais, voilà, je suis. Et si des fois ils ont envie de même de rien faire en fait, parce que même quand un enfant fait rien, bah il fait pas rien finalement. Il est en train de mettre de l'ordre dans son cerveau et puis il absorbe tout ce qui se passe autour. Et ensuite, tout ce qu'il aura absorbé, il va pouvoir après le restituer sous forme de projet, d'envie. Ah, mais tout à fait. Il y a la grande question qu'il faut que je te pose, la grande question qu'on pose toujours sur l'IEF, c'est mais alors la sociabilisation? Ouais. Comment tu fais? Hein, est-ce que ça devient des petits sauvages? Est-ce qu'ils parlent à personne? Est-ce qu'ils sont terrés dans leur coin? Comment ça se passe? Alors, qu'est-ce que c'est des petits sauvages déjà? Il y a une excellente bande dessinée sur le sujet, heu, de Oui, Lise Desportes ouais, que je c'est vous vrai. conseille. Mm. Bah moi, je trouve ça bien d'être sauvage. Et ouais, je sais pas, il y a cette idée un peu qui est entretenue par l'État, hein, après, que les enfants ne deviennent rien sans l'école. Que il y a que là qu'ils peuvent apprendre, il y a que là qu'ils peuvent socialiser et c'est vrai qu'ils peuvent le faire là, tout à fait, tu vois. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de ça. Euh, mais je pense que c'est pas du tout la seule solution et socialisation, c'est pas pareil que la collectivité. On n'a pas besoin d'être en groupe à la crèche ou à l'école ou en entreprise. Il y a plein de gens, après d'adultes qui travaillent tout seuls chez eux, qui rencontrent les clients ponctuellement et ils sont pas pour autant en manque de socialisation. Je pense que c'est en fonction de la nature des gens déjà et voilà. Non, la socialisation, effectivement, c'est la question qui revient tout le temps, qui fatigue à mort, hein, tu t'en douteras à force, parce que ben, je sais pas comment on a pu en arriver à croire que vraiment c'était la seule solution. Parce que en plus, moi, de ce que je peux observer euh, assez régulièrement, c'est que bah, des enfants qui vont à l'école, ben, quand mes enfants vont vers eux, par exemple, eh ben, ils répondent pas, ils font demi-tour. Je pense que c'est juste une question de nature, quoi. Il y a des enfants qui ont envie de jouer tout seuls, il y a des enfants qui ont envie de jouer en groupe, hein. Donc tes enfants vont vers les autres enfants Ah alors? ouais, carrément, ouais. Ah ouais, les miens, Ah! Ah ouf, ouais. tu me rassures! Ah Oh ouais, là non, les là! miens, ah ouais, ouais, non, ils adorent. Ouais, Ah, mais ouais. c'est bon alors. Ah, il y a pas besoin d'aller à l'école pour ça alors. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis sur l'école qui forme, moi maintenant, si tu veux, j'en suis à me dire que l'école, est là pour transformer les enfants en adultes, alors que la vie est là pour, permettre aux enfants juste de grandir. Et donc ce sont 2 visions un peu différentes, hein, clairement. Mais voilà, mais bon, mais chouette! Donc c'est bon alors, ils parlent à des gens, ils leur sautent pas dessus, en leur griffant le visage, tout va bien, quoi. Non, 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 non seulement ils savent compter, mais en plus ils savent parler aux gens, ils savent se présenter. Alors tu parles justement de «ils savent compter». Il y a cette grande question que souvent les gens posent en IEF, c'est: «Mais alors attends, il sait compter, il sait lire, il sait écrire?» Ouais, bah, entre autres, hein, il y en a d'autres, hein, des grandes questions comme ça que je que je peux te citer. Il y Mais a, vas-y. ah bah, en général, ce que j'ai beaucoup aussi, c'est ah bon, mais vous avez le droit de faire ça? Voilà. Ouais, non, bah pour oui, oui, ça, ils savent compter, ils savent lire, ils savent écrire, et en plus, là, tu vois, mon petit dernier est en train d'apprendre à lire en ce moment, et il fait ça avec son papa. Le soir, à partir de 20h30, ils vont se mettre au lit, et il a fait exactement pareil pour sa grande sœur de 8 ans maintenant.
Pour la grande, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Voilà. Mais ouais, les deux plus petits, c'est lui qui a appris à lire tous les soirs en fait. On a un livre de lecture. Et puis il apprend d'abord les lettres, ensuite les premières syllabes les plus faciles, ensuite les syllabes les plus complexes. Et puis ouais, petit à petit, en quelques mois, bah, ils apprennent à lire comme ça au lit le soir. Juste comme ça, une lecture le soir, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis bon, ça prend une demi-heure, hein, grand maximum. Ouais, Voilà. ouais, c'est fou. Et vraiment en faisant pas grand-chose, hein, tu vois, quand moi je pense comment personnellement j'ai appris à lire au CP, on me faisait lire plein de textes et tout, et puis finalement je crois que ça a été un peu galère pour moi d'apprendre à lire et écrire. Je pense que c'était pas le moment en fait. Ouais. J'étais pas encore prête, donc ouais, voilà. Non, mais c'est super intéressant. Ça rejoint beaucoup les autres témoignages que je peux avoir et des choses que j'ai pu voir aussi dans des documentaires. Il y a un documentaire que j'aime beaucoup qui s'appelle Être et devenir sur le sujet, Ouais. qui est très chouette hein, et justement qui lève un peu ces tabous et c'est super intéressant. Il y a une particularité quand même dans votre famille et c'est quelque chose que je souhaite évoquer si tu le veux bien parce que je trouve ça magnifique. C'est que vous aimez les jeux Ouais. et vous aimez le cosplay. Ouais. Alors, est-ce que tu peux déjà, pour celles et ceux qui nous écoutent, nous dire ce que c'est le cosplay? Ok, alors le cosplay, c'est un terme anglophone, c'est la contraction de costume et play, le fait de jouer un rôle, en fait, de jouer la comédie. D'accord, Donc voilà. C'est, en fait, le cosplayer, donc la personne qui cosplay, elle va soit acheter, soit fabriquer elle-même un costume, le plus souvent d'un personnage qui existe déjà. Donc Batman, par exemple, là, ça parlera à peu près à tout le monde, ça, je pense. Et du coup, voilà, soit tu achètes ton costume, soit tu le fabriques toi-même, amoureusement. Et ensuite, eh ben, tu vas te transformer vraiment, tu le portes, puis tu vas te mettre dans la peau du personnage. Et en général, les cosplayers, ils aiment aller dans des conventions de pop culture et aller à la rencontre du public, discuter, jouer le rôle, prendre la pose. Voilà, c'est tout un jeu. et donc ça, c'est quelque chose que toi, tu aimes particulièrement? Oui, mais j'y suis venue tard en fait, pour ma grande qui s'est mise à aimer ça et qui m'a dit tiens est-ce que tu pourrais m'acheter un costume et je me suis dit wow c'est vachement cher donc je me suis dit ben je vais essayer de le faire moi-même et puis voilà c'est venu comme ça et du coup ben, elle m'a dit ah mais oui mais moi je me déguise mais toi non alors moi je m'en suis fait un aussi et puis maintenant tout le monde se costume dans la famille. Et vous le faites drôlement bien, dis donc, parce que j'invite tout le monde à aller voir le compte Instagram et le site @FunandMix. Il y a quand même des photos qui sont magnifiques. Enfin, moi, je sais que je partage et je like régulièrement tes publications sur le sujet parce que c'est quand même. Enfin, bon, on va pas se mentir, ceux qui me suivent le savent. Moi, je suis geek dans l'âme, donc forcément, quand je vois des costumes comme ça me parle. Et ce que je trouve magnifique, c'est déjà, tu vois, je savais pas que ça venait de San au départ. Je pensais que c'était toi qui transmettais une passion, tu vois. En fait, moi, je suis rôliste depuis très longtemps, Ah, depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc, du coup, on a toujours fait beaucoup de jeux de rôle dans la famille. En général, c'est même moi la maîtresse de jeu qui je écrit vais les faire une toute histoires. petite aparté. Rôliste, pour celles et ceux qui nous écoutent, ce sont les joueurs de jeux de rôle du type, pour que ça vous parle le plus possible, Donjons et Dragons, avec un maître du jeu et des joueurs, et donc une histoire qu'il faut créer, inventer avec un guide, je crois. Ouais, C'est ouais, ça. c'est ça. Et donc toi, tu es rôliste et maîtresse du jeu. Voilà. Donc, j'aime raconter des histoires. J'adore. Et d'ailleurs, avec les gamins, on fait souvent des mini-jeux de rôle, tu vois, où on déguise, on fait des repas même, ou des goûters sur le thème du Moyen-Âge ou de l'Empire romain. Et du coup, ben voilà, ça te permet de faire un peu d'histoire au passage. C'est rigolo. Donc, moi, j'ai toujours adoré ça. Et quand j'étais ado,
je m'étais fait un costume de Athéna dans les Chevaliers du Ouais. Zodiaque. Voilà. Ouais. Et vraiment, j'avais kiffé, mais bon, je m'étais dit, je pense que j'avais dû céder un peu à la pression, tu vois, qui fait que bon, bah, quand t'es plus, c'est bon, quand t'es adulte maintenant, c'est fini, tu te déguises plus, tu vois. Et donc, du À coup, cette tristesse. mais ouais, c'est horrible. Mais bon, du coup, j'avais un peu cédé à ça et je m'étais dit, bon, bah, tant pis, voilà, c'était sympa une fois, mais j'arrête. Mais j'ai toujours regardé les concours de costumes quand il y en avait. Bon, je vais peut-être pas rentrer dans les trucs trop geeks comme Warcraft et tout ça, mais du coup, j'ai toujours suivi, tu vois. Et c'est super. Moi, je trouve ça magnifique parce qu'il y a un vrai partage. Je trouve ça hyper intéressant quand tu parles des repas, des pique-niques à thème. Parce qu'en limite, en fait, quand tu connais le développement de l'enfant et que c'est par le jeu que l'apprentissage se fait naturellement, moi je trouve ça ouf de se dire que tu peux proposer à ton enfant au lieu d'étudier l'histoire, enfin si il va pouvoir l'étudier, mais à un moment il peut la vivre presque. Ouais, mais c'est souvent en fait comme ça qu'on fait nos apprentissages, tu vois. On part de, par exemple, je vais prendre cet exemple qu'on avait vraiment bien creusé d'un livre qui s'appelle Le Sanglier blanc. Mhm. Que j'avais lu quand j'étais gamine et qui m'avait vraiment marqué. Et en fait, ma mère me l'a redonné quand mes enfants étaient, je sais pas, il y a quelques années, il y a quelque chose comme 4 ans. Elle m'a donné ce livre parce qu'elle l'a retrouvé et j'étais trop contente. Et du coup, je l'ai lu avec les gamins. Et donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui remonte le temps et qui arrive au Moyen Âge. Et puis, bon, il va y arriver tout plein d'aventures. Et notamment, elle va visiter à un moment la boutique d'un apothicaire. Et c'était le moment que je préférais. Et je pense que c'est le moment que tous les gamins préfèrent parce que c'est assez magique dans cette boutique. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, ça, maintenant, l'apothicaire, tu vois. Donc, ça fait un peu la boutique de la sorcière avec les herbes partout et tout. Et du coup, ben, comme j'ai vu que ça les avait intéressés, je leur ai proposé de recréer ça. Donc, on a fait des costumes. Euh, enfin, c'était surtout les filles qui avaient joué à ça parce que le petit était vraiment bébé. Et donc, j'avais été chez Emmaüs. On avait acheté des vieux pots, des vieilles bougies, et on avait recréé toute une table. D'ailleurs, il y a un article sur le blog avec toutes les photos. On avait vraiment bien déliré. Et on avait fait ça à la bougie. Et du coup, on a fait des recherches sur toute l'histoire de la pharmacie. Comment c'était Super. au temps de l'apothicaire, comment ça a évolué, les guildes de pharmaciens, toutes les lois successives qui sont passées. C'était vraiment hyper intéressant et on a appris plein de trucs, moi-même d'ailleurs. Et du coup, juste en jouant comme ça, et ben, les gamines, elles ont appris plein de trucs. On a fait une grosse leçon d'histoire et c'est passé comme sur des roulettes, quoi. Elles ont pas l'impression de travailler, quoi. Jamais, en fait. Moi je trouve ça passionnant, enfin je trouve ça génial. Et si on parlait de toi en tant que maman, en tant que personne, toi quels avantages tu vois à cette vie en IEF pour toi? Ben, écoute, c'est une super bonne question. Ça, je sais pas. En fait, ça me convient naturellement, en fait. Je me suis jamais posé la question. J'ai toujours essayé de faire des choses dans la mesure du possible, tu vois, parce que bon, bah, des fois, voilà, la vie, on peut pas faire forcément ce qu'on veut. Mais j'ai toujours essayé de faire ce qui me convenait, ce qui faisait que naturellement je me sentais bien, quoi. Tu vois, j'ai fait aussi des boulots alimentaires absolument horribles où il fallait se lever hyper tôt, nettoyer des toilettes et tout. Parce que bon, voilà, des fois tu peux pas faire autrement, mais quand je peux, j'essaye d'aller là où j'ai vraiment envie. Et je pense que vraiment là, l'instruction en famille, c'était le truc qui me convenait le mieux en tant que maman, en tant que parent, en fait, tout simplement, tu vois. Mhm. Et quels inconvénients tu verrais tu vois, cette situation? Parce que on va pas se mentir, hein, la vie de parent, enfin en tout cas dans mon podcast, on ne vend pas du rêve, hein.
Euh, on connaît la vie de parents, on sait que c'est avec des hauts et des bas et des moments plus difficiles. Quels inconvénients, toi, tu peux y voir ou peut-être tu y as vu, parce que peut-être que tu as trouvé des solutions. Quelles ont été peut-être des situations difficiles, tu vois, que toi tu as surmontées pour potentiellement donner des solutions à ceux et celles qui voudraient se lancer dedans. Bah, là, je c'est pas pour vendre du rêve, mais honnêtement, moi, en fait, à part les inspections, moi, j'y vois pas d'inconvénient parce que vraiment, je pense que la clé, c'est de choisir ça, de faire. Des fois, j'ai des mamans, plus rarement des papas, mais c'est surtout des mamans qui viennent me dire, c'est vachement cool, je kiffe ce que vous faites et tout. Ceci dit, moi, je m'en sens pas capable, moi, je m'en sens pas l'envie parce que j'ai besoin d'avoir un travail extérieur, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi et tout. Et vraiment, ça, je l'entends. Je pense qu'on est tous parents de la façon dont on peut. Et du coup, moi, ma situation, je l'ai choisie. C'est vraiment ça qui est important. Ah J'ai ouais. la chance de la choisir. Et du coup, bah, des inconvénients, je pense que tu en as principalement si tu choisis pas, quoi. Ou si tu es en galère financière, par exemple, évidemment, ça va être un gros inconvénient. Après, effectivement, nous, dans notre famille, il y a des choix qu'on doit faire, tu vois. Il y a des années où on part pas en vacances. Après, voilà, il y a des gens qui partent jamais en vacances, donc on se plaint pas non plus, tu vois. Mais Hmm. je pense que des inconvénients, on peut toujours en trouver, mais à partir du moment où moi vraiment j'ai fait ce choix, je suis vraiment à la place à laquelle j'ai envie d'être. Et du coup, des inconvénients, bah, j'en vois pas vraiment, quoi. Mais c'est beau. Félicitations. Ouais, merci. On arrive au bout de cette interview. Je te remercie beaucoup de nous avoir livré tout ça. C'était super instructif. Bah, avec plaisir et merci à toi. Et je te dis bonne soirée et à bientôt. Bye bye. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.